Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc pour les élèves de première année qui sont la majorité du public, j'espère que les premiers jours de rentrée se sont bien passés. Ce matin, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Laure Saint-Raymond pour cette troisième leçon inaugurale. Alors, Laure Saint-Raymond, vous êtes mathématicienne, chercheur et professeur à l'École normale supérieure et à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous avez fait des études en mathématiques, mais aussi en physique. Vos recherches portent sur la description, la compréhension de phénomènes physiques à l'aide des mathématiques, en particulier avec les équations et dérivées partielles. Vous vous intéressez en particulier à des questions qui touchent à la physique statistique, à la mécanique des fluides, avec des applications au gaz, au plasma, aux géosciences. Vous allez nous en parler aujourd'hui. Vous avez obtenu des résultats décisifs sur ces différents sujets et vos travaux ont été salués par de nombreux prix. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis maintenant 3 ans. Voilà, donc nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation et vous avez proposé aujourd'hui de nous montrer en quoi certaines questions dans le domaine des géosciences constituent des défis pour les mathématiques. Et voilà, je pense que ça va être une superbe introduction pour les élèves de première année, pour les cours de mathématiques et de mécanique qui commencent cette semaine. Voilà, donc nous vous remercions, nous sommes impatients de vous écouter, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc d'abord, bonjour à tous. Je suis très impressionnée que vous soyez aussi nombreux. Aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter un peu des maths. Alors déjà, c'est plutôt un bon point, c'est que si vous êtes ici, a priori, c'est que vous n'avez pas une aversion avérée pour les mathématiques, ce qui n'est pas toujours le cas quand on donne un exposé de maths. Alors, il y a peut-être que quand même certains d'entre vous se demandent ce qu'on peut bien encore chercher aujourd'hui en maths, parce que c'est quand même une discipline qui est essentiellement vieille comme le monde. Alors, ce que je voudrais essayer de vous montrer dans cet exposé, c'est que les mathématiciens ont la chance d'avoir un terrain de jeu qui s'élargit au fur et à mesure, et notamment ces dernières années avec l'interface avec d'autres disciplines. Donc dans les interfaces qui sont très prometteuses, il y a toutes les interfaces avec la biologie. Et ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui est plus une interface avec la physique, mais plus particulièrement avec la géophysique, c'est-à-dire avec l'étude notamment de tout ce qui est courant marin, courant atmosphérique. Aujourd'hui, ce sera plus spécifiquement sur des courants marins que je prendrai les exemples, mais les méthodes que je voudrais présenter sont des méthodes de mathématiques qui sont assez générales. Alors, je n'entrerai pas dans les détails très techniques, mais je voudrais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, il y aura des passages peut-être un peu plus... il faudra faire un petit peu plus d'efforts pour comprendre. Mais surtout, ce que je vous demande, c'est de m'arrêter si vous avez des questions. A priori, j'ai jamais mordu personne. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si j'entends votre question, j'essaie d'y répondre. Voilà, donc pourquoi est-ce que la géophysique a un besoin spécifique des mathématiques? Bon, d'abord parce que comme toute la physique en général, on essaye de faire des modèles abstraits, des modèles mathématiques pour pouvoir prédire ce qui va se passer. Mais alors, il y a une spécificité de ces systèmes géophysiques, c'est que c'est des phénomènes qui sont extrêmement complexes. Alors, c'est complexe d'une part parce que la géométrie est assez compliquée. D'accord ? Quand vous regardez un pendule, tout simple, qui se balance, ça, c'est la géométrie, c'est simple. Quand vous regardez l'océan, c'est compliqué. D'une part parce que, ce qui est montré sur la première photo ici, vous avez, c'est vraiment un mouvement qui est en 3 dimensions. Et puis, je dirais, le relief des fonds sous-marins est quelque chose de compliqué. Ensuite, parce que le relief, ou la découpe des côtes, donc là, c'est évidemment toujours l'exemple qu'on donne, c'est la Bretagne, parce que c'est particulièrement compliqué.
est quelque chose de complexe aussi. Et puis aussi parce que vous avez aussi une géométrie qui est liée au fait qu'en général l'océan, sauf cas de force majeure, il reste essentiellement attaché à la Terre. Et donc vous avez la courbure terrestre qui complique encore un petit peu les choses. D'accord? Donc typiquement, tout ce qui est coordonnées cartésiennes, c'est pas forcément toujours très bien adapté quand on veut regarder quelque chose qui se balade sur la surface d'une sphère. Voilà, donc ça explique, disons, un certain nombre de choses sur le fait que ce soit compliqué. Hein, juste pour décrire le domaine où l'océan va se promener, eh bien, voilà, il y a déjà du travail. Alors ensuite, c'est pas forcément ce qui m'intéressera le plus aujourd'hui. La deuxième difficulté vient du fait que si vous voulez regarder le mouvement d'un océan, eh bien, vous ne pouvez pas le regarder comme un système qui est complètement isolé, d'accord? Et en fait, les couplages entre l'océan et ce qui l'entoure sont extrêmement nombreux. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Alors j'ai commencé par l'attraction de la Lune parce que tout le monde sait que c'est important pour les marées. Bon, après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ça dépend de ce que vous regardez comme écoulement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Évidemment, la gravité terrestre, c'est quelque chose de fondamental. Comme je vous ai dit, l'océan, essentiellement, en première approximation, il reste accroché à la Terre. Il bouge avec la Terre, il va tourner avec la Terre. Et puis aussi les mouvements de la croûte terrestre. Donc peut-être, vous savez ça, hein, typiquement, si vous voulez vous intéresser à un tsunami, en général, la source, enfin, ce qui crée l'origine du tsunami, c'est souvent un décrochement dans la croûte terrestre au fond de l'océan. Et après, vous avez une propagation d'ondes. Mais donc voilà, donc, vous ne pouvez pas faire abstraction du fait qu'il s'est passé quelque chose au fond. Voilà, ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est interaction avec l'atmosphère. Tout ce qui va être ici, je vais regarder des choses qui sont un petit peu forcées par le vent, mais je resterai à un niveau très simple parce que je vais faire comme si le mouvement de l'atmosphère, lui, il était connu. Évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le mouvement de l'atmosphère va forcer le mouvement de l'océan, mais le mouvement de l'océan force aussi le mouvement de l'atmosphère. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'un peu complet, il faudrait regarder des systèmes qui sont couplés. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est présence de faune, de flore, et puis aussi de l'activité humaine qui, évidemment, perturbe notoirement le mouvement, enfin, ça dépend des échelles, mais quand même notoirement le mouvement des océans. Donc vous voyez que si vous vouliez écrire un modèle complet, d'accord, donc si vous voulez faire une prédiction parfaite, eh bien il faudrait mettre un nombre de données dans votre problème qui est énorme. D'accord, donc déjà vous avez toutes les données, je dirais géométriques de votre domaine, hein, et puis après dans votre système vous avez beaucoup de paramètres. Donc vous voyez que ça commence déjà on commence à sentir qu'on ne va pas y arriver. D'accord. Et puis alors la dernière chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et ça sera essentiellement ça l'objet de l'exposé d'aujourd'hui, c'est que le résultat, d'accord, si vous regardez ce qui se passe dans l'océan, eh bien en fait il se passe plein de choses. Et ces plein de choses, ça se passe à des échelles à la fois de temps et d'espace qui sont très différents. D'accord. Donc si vous regardez par exemple la marée, ça vous connaissez à peu près l'échelle de temps, c'est de l'ordre du jour. Hein. D'accord. Si vous regardez les petites vagues là qui viennent sur le bord de la plage, vous voyez que il y en a une qui arrive, je sais pas, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes. Si vous regardez un tsunami, alors ça c'est pas quelque chose qui oscille, c'est quelque chose qui se passe assez brutalement dans le temps, qui se propage assez vite, puis après essentiellement ça s'arrête. Voilà. Après, si vous regardez des courants plus comme des courants comme le Gulf Stream ou enfin voilà les grands courants qui sont connus, vous voyez que ça c'est quelque chose qui perdure sur des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a plein d'échelles de temps qui sont différentes. Il y a plein d'échelles aussi d'espace qui sont différentes. Vous pouvez voir, c'est pareil, regardez ce qui se passe, la marée dans la baie, dans je sais pas quelle baie, à côté de Biarritz, pour savoir si vous pouvez faire du surf, ou vous pouvez regarder, après il y a des énormes vortex qu'on peut voir au large des côtes américaines notamment, où on voit que la température est très différente de ce qui se passe à l'extérieur, donc c'est intéressant si vous voulez faire de la pêche, choses comme ça. Donc voilà, les échelles d'espace sont très différentes aussi. Vous voyez que maintenant, si vous voulez vraiment faire un modèle ou une simulation, si vous voulez prédire quelque chose, si vous voulez pouvoir anticiper ce qui va se passer, eh bien vous vous retrouvez avec un système qui a plein de paramètres, qui est dans un domaine qui est très compliqué
Et en plus, vous avez plein d'échelles de temps et d'espace différentes. Ça veut dire que quand vous allez vouloir faire une simulation numérique, d'accord, si vous voulez, évidemment, vous n'allez pas faire une simulation qui est continue, ça n'existe pas. Hein. Votre ordinateur, il a beau être super performant, il a quand même une capacité qui est finie, il calcule que des choses qui sont finies. D'accord. Et donc, déjà, vous allez être embêté, vous n'allez pas savoir très bien comment vous allez approcher les choses. Est-ce que vous allez faire un petit maillage, c'est-à-dire approcher les choses à l'échelle du centimètre, à l'échelle du mètre, à l'échelle du kilomètre? Vous voyez que si vous devez approcher les choses à l'échelle du centimètre sur tout l'océan Atlantique, eh bien, il va falloir beaucoup de points, et c'est bien au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est la première chose que je vous invite à retenir de cette conférence. Je sais pas que vous bourrez le crâne, mais je vous invite vraiment à retenir ça. Aujourd'hui, on a des calculateurs qui sont super puissants, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il faudrait si on voulait vraiment faire une simulation complète d'un système comme ça. D'accord. Donc on a beau avoir une technologie qui avance et qui avance très vite, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans 10 ans, on calculera encore beaucoup plus, mais ça, je pense que même dans 10 ans, ça reste inaccessible de pouvoir simuler ce genre de système, c'est beaucoup trop compliqué. D'accord. Donc si vous voulez faire quand même quelque chose, l'idée c'est d'essayer de réfléchir un peu, d'accord, et ça les gens le font depuis longtemps, et puis de se dire finalement ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est je sais pas, de pouvoir prévoir des tsunamis, d'accord. Donc ça va me donner une échelle qui m'intéresse, une échelle de temps, une échelle d'espace, et puis je vais essayer de me focaliser là-dessus et de voir est-ce que je peux trouver un modèle qui est plus simple et puis qui va me dire essentiellement ce qui se passe à cette échelle en oubliant le reste. D'accord. Puisque je ne peux pas avoir tout dans mon modèle, j'essaye de faire le tri, d'enlever les informations qui sont sûrement très intéressantes par ailleurs, mais qui tout de suite dont je n'ai pas besoin, et puis de me focaliser sur ce qui va vraiment être utile pour le problème que je me pose. Alors maintenant, du point de vue théorique, est-ce qu'on peut faire ça, c'est-à-dire se dire, bon, voilà, je m'intéresse à un mouvement, disons pour l'instant à très grande échelle, je vais regarder ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc est-ce que je peux écrire des équations pour la dynamique de ces océans? Alors, c'est pareil, il va falloir, on va essayer de travailler là-dessus, d'écrire des choses, mais peut-être le premier avertissement à donner, c'est qu'on va peut-être pouvoir écrire des équations, mais jamais on ne connaîtra pas leur solution de façon explicite. D'accord. Les solutions d'équations différentielles dont on connaît la solution, eh bien, les équations différentielles de ce type-là, c'est celles qu'on regarde en prépa et plus jamais de sa vie, dans la vraie vie, ça n'existe pas. D'accord. On a des équations et on ne sait pas les résoudre. D'accord. On verra ici que, déjà, si on sait qu'il y a une solution, on est content. On ne connaît pas la solution, déjà, si on sait qu'elle existe, on est déjà content. D'accord. Donc, les équations de, je sais plus quoi, j'ai même tout oublié, les Riccati et autres équations avec lesquelles on s'amuse énormément en prépa, très drôle, eh bien, dans la vraie vie, ça ne sert à rien. Voilà, alors ici, à quoi ressemblent les équations? Donc, vous allez me dire, mais celle-là, elle nous a dit qu'elle nous allait nous parler de maths, et là, ça ressemble plutôt à de la physique. Ben oui, mais la limite est quand même assez ténue entre les maths et la physique. En tout cas, les problèmes de maths qui m'intéressent sont extrêmement liés à la physique. Donc ici, ce que je vais regarder un océan. Donc l'océan, essentiellement, c'est de l'eau salée. Et il y a deux choses qui sont importantes, je dirais, sur la nature de l'eau. C'est deux propriétés physiques, qui sont sa compressibilité. D'accord. Donc est-ce que si vous prenez de l'eau comme ça, est-ce qu'en appuyant très fort dessus, vous allez pouvoir le mettre dans un petit volume, ou est-ce que ça va être très difficile? Ça, c'est une première chose. Donc une bonne approximation pour de l'eau, c'est que essentiellement, ça n'est pas très compressible. D'accord. Dans l'océan, essentiellement, je dirais le volume de l'eau ne bouge pas énormément. Voilà. Et puis après, il y a une autre notion physique qui est importante, qui est la viscosité. Donc peut-être que vous n'avez jamais vu ça précisément, mais je pense que tout le monde a une intuition de ce que c'est. De l'eau, c'est pas très visqueux, hein, là, ça glisse. D'accord. Si vous prenez de l'huile, c'est un petit peu plus visqueux. Si vous prenez du dentifrice, c'est très visqueux. D'accord. Donc essentiellement, vous pouvez retenir que l'eau est peu compressible et peu visqueuse. D'accord.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est peu compressible? Ça veut dire que sa densité, essentiellement, elle va être constante. Et même en première approximation, vous voyez que vous avez ici un petit schéma qui vous montre le profil de densité de l'eau en fonction de la profondeur. Donc, vous voyez que dans les premières dizaines de mètres, ce qu'on appelle la pycnocline, la densité de l'eau change un petit peu, mais après, c'est quelque chose qui est essentiellement constant partout dans l'océan. D'accord? Donc, en première approximation, on peut dire que l'eau a une densité qui est constante. Et dans ce cas-là, ça vous impose quelque chose sur la vitesse du fluide. D'accord? Parce que vous voyez que si le volume reste constant, vous pouvez le déformer, d'accord? Mais vous ne pouvez pas le réduire ou l'augmenter. Alors ça donne une contrainte forte sur le champ de vitesse. Donc ici, U, ça va être mon champ de vitesse, c'est-à-dire c'est un vecteur qui a des coordonnées U1, U2 et U3. Donc 3 coordonnées de mon vecteur vitesse. Eh bien, ça implique donc que cette vitesse vérifie cette contrainte différentielle, qu'on appelle une contrainte de divergence qui est nulle, et qui vous dit exactement ça, c'est-à-dire que le volume, vous pouvez tourner, vous pouvez faire des choses bizarres, mais le volume ne change pas. D'accord? Donc là, je dérive par rapport à x1, la première coordonnée de mon vecteur, par rapport à x2, la deuxième coordonnée de mon vecteur, par rapport à x3, la troisième coordonnée de mon vecteur, et la somme de tout ça, ça fait 0. D'accord? Donc ça, c'est la version simplifiée de l'équation juste de conservation de la masse. Hein, l'équation de conservation de la masse, c'est une équation sur la dérivée de ρ, d'accord, qui a fait intervenir aussi le champ de vitesse, et sa version simplifiée dans le cas où la densité est constante, c'est cette équation de divergence. D'accord? Donc ça me donne une première contrainte sur la vitesse de mon océan. D'accord? C'est évidemment, ça ne me permet pas de prédire quoi que ce soit, ça me donne juste une contrainte. Voilà, et puis donc la viscosité, j'ai dit qu'elle était toute petite. Alors, elle est toute petite, mais elle est quand même pas 0, parce que sinon on aura un problème. Vous voyez que typiquement, il y a de l'énergie qui arrive dans l'océan, par exemple, parce qu'il y a du chauffage solaire, d'accord, qui fait qu'il y a un input d'énergie dans l'océan. Or, il est assez clair que essentiellement l'océan est stationnaire, d'accord, donc l'énergie ne croît pas sans cesse. Donc s'il y en a un endroit où on apporte de l'énergie, il faut que d'une façon ou d'une autre, elle soit dissipée aussi. Donc même si l'eau est peu visqueuse, eh bien, il y a quand même un phénomène de dissipation qu'on va modéliser qui est lié à la turbulence. Donc ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, donc on garde quand même une toute petite viscosité pour expliquer le fait qu'on est quand même des états essentiellement d'équilibre ou stationnaires pour l'eau. Voilà, donc ça c'est la première chose, je dirais c'est comment est constitué votre océan, qu'est-ce que vous savez comme propriété de la matière. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est de dire je voudrais écrire une équation dynamique. D'accord? Donc vous avez fait ça pour un pendule, hein, vous voulez connaître la position du pendule. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez écrit le principe de Newton, et vous avez dit que l'accélération est proportionnelle à la somme des forces. D'accord? Alors maintenant, ça c'est pareil ici, on va dire que l'accélération est proportionnelle à la somme des forces. Alors il y a quand même deux remarques importantes avant de pouvoir écrire une équation comme ça. La première, c'est que l'accélération est égale à la somme des forces, avec une masse égale à 1. J'oublie la masse, d'accord? Je fais des maths, hein, donc les constantes qui m'embêtent, elles sont toujours égales à 1. Donc la première chose, c'est pour avoir ce principe de Newton qui vous dit que l'accélération est proportionnelle à la somme des forces, eh bien, il faut être dans un repère galiléen. D'accord? Ça, vous avez dû apprendre ça probablement. Et donc maintenant, si vous vous attachez à la Terre, eh bien, vous voyez que la Terre, elle tourne sur elle-même, et donc ce n'est pas un repère galiléen. D'accord? Donc si vous voulez écrire une équation de ce type-là, hein, comme essentiellement le principe de Newton, eh bien, il faut tenir compte de cette rotation. Et ça vous donne une force qui est importante, qui sera même capitale pour tout ce qui est écoulement à très grande échelle, qui est la force de Coriolis. Alors là, j'ai donné la formule de cette force de Coriolis. Donc ρ0, c'est la densité de votre eau, d'accord. U, c'est le vecteur vitesse. Oméga, c'est le vecteur de rotation de la Terre. Donc c'est un vecteur qui pointe comme ça vers le pôle et dont le module dépend de la vitesse de rotation de la Terre, c'est juste la vitesse de rotation de la Terre. Et le produit vectoriel, je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas, je pense que oui quand même, hein. Normalement on voit ça.
Voilà, donc ça c'est la force de Coriolis. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir, qui n'est pas une vraie force, d'accord? C'est une force en particulier qui ne travaille pas, mais qu'il faut ajouter si vous voulez écrire ce principe de Newton, que l'accélération est égale à la somme des forces. Alors ensuite, il y a une deuxième remarque avant de pouvoir écrire ce principe de Newton, c'est que ça, l'accélération égale à la somme des forces, ça marche si donc vous prenez une particule et puis pour cette particule vous la suivez, d'accord? Alors maintenant ici c'est une remarque qui est liée au fait de savoir comment est-ce que je décris mon océan. Est-ce que je prends chaque petite particule d'eau et puis je la suis, d'accord? Ou est-ce que, maintenant, ce qui m'intéresse, donc ça c'est ce qu'on appelle une description, avec un terme compliqué, c'est ce qu'on appelle une description lagrangienne. Donc ça veut dire, essentiellement, vous attachez un flotteur et vous suivez le mouvement du flotteur. D'accord? Et puis il y a une deuxième possibilité pour décrire le mouvement de l'eau, qui est en général celle qu'on adopte parce que c'est plus simple. C'est maintenant vous vous mettez au-dessus de la pile d'un pont et vous regardez l'eau qui passe. D'accord? Vous vous fixez à un endroit et vous regardez ce qui passe. D'accord? Donc là c'est cette description qu'on va adopter. Donc mon vecteur U, c'est la vitesse de mon fluide à un point qui est donné. D'accord? Je me donne un X, quelque part dans l'espace, je m'attache à ce X, comme je m'attacherai à une pile de pont, et je regarde ce qui passe. D'accord? Je regarde le courant qui passe. Donc évidemment, vous voyez que c'est un petit peu différent, on peut passer de l'un à l'autre, mais c'est un petit peu différent de je m'attache à la bouée et je regarde comment j'évolue. D'accord? Et donc la différence entre les deux, eh bien, c'est que le principe de Newton, il est vrai si j'écris pour la bouée essentiellement, c'est-à-dire que l'accélération de ma bouée, elle dépend de la somme des forces. Mais maintenant, si je me fixe quelque part, eh bien, la dérivée, pour calculer l'accélération de la particule qui est en train de passer, eh bien, c'est un terme un peu plus compliqué. C'est pour ça que vous avez ce terme ici, qu'on appelle le terme convectif. Donc, toute cette partie-là, en fait, c'est l'accélération le long de la trajectoire. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une formule qui est un peu compliquée. Pour l'instant, on s'en fiche complètement de savoir exactement ce que c'est. Je pense que vous pouvez, vous comprenez ligne à ligne comment on calcule cette chose-là. Mais la seule chose que je vous demande de comprendre, c'est que tout ce terme-là, c'est-à-dire la dérivée la dérivée partielle par rapport au temps, plus cette dérivée le long de U, eh bien ça, c'est le terme d'accélération. D'accord? Tout ça, c'est le terme d'accélération, et c'est vraiment lié au fait que U, c'est pas la vitesse d'une particule, mais c'est la vitesse en un point qui est fixé. D'accord? Donc c'est les deux petites, je dirais, choses qu'il faut comprendre pour voir que cette équation, c'est juste le principe de Newton. Ici, ça c'est l'accélération maintenant, d'accord? L'accélération avec ce terme convectif. Ici, vous avez la force de Coriolis qui est juste liée au fait qu'on n'est pas dans un repère galiléen. Et maintenant, ça c'est égal à la somme des forces. D'accord? Donc l'équation dynamique pour mon océan, c'est juste essentiellement le principe de Newton. Voilà, donc maintenant j'ai deux équations. Une équation de contrainte qui me dit que mon fluide n'est pas compressible. Et puis cette équation dynamique, sauf qu'évidemment pour fixer cette équation dynamique, il faut que je sache qui sont les forces ici qui agissent sur mon fluide. D'accord? Donc maintenant si je me mets à très grande échelle, d'accord, je regarde de loin et je veux savoir ce qui se passe. Quelles sont ces forces? Alors évidemment il y en aurait plein d'autres, hein. Si vous allez regarder plus près, il y a sûrement d'autres interactions. Disons que les forces principales sont la pression. Donc c'est des forces internes. D'abord, vous avez la pression. Même si votre fluide n'est pas compressible, ça n'empêche pas que la particule de fluide qui est à côté de vous, elle exerce une pression sur vous. D'accord? Donc pour un élément de fluide, vous avez des forces qui dépendent de tout ce qui vous entoure. D'accord? Ça c'est la pression. Et puis vous avez les forces de ce qu'on appelle de frottement visqueux, qui sont liées à la viscosité dont je parlais tout à l'heure, qui seraient complètement nulles s'il n'y avait pas du tout de viscosité. Mais là, on a dit qu'il y avait quand même une viscosité qui est petite, mais qui est quand même là. D'accord? Donc ça, c'est les forces, je dirais, qui décrivent les interactions entre les particules de fluide, voilà, vraiment, interne, de façon interne. Et puis après, vous avez des forces extérieures, donc qui dépendent évidemment de ce avec quoi vous êtes en interaction à l'extérieur. Donc la gravité, bien évidemment, hein, essentiellement votre fluide, il va rester attaché à la Terre. Le forçage par le vent, donc ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on va prendre une première approximation. On va supposer qu'on connaît le vent, d'accord? Normalement, c'est pas comme ça. Si vous vouliez faire un modèle un peu plus précis, il faudrait dire le vent, il va dépendre lui-même de l'écoulement
de mon océan, et donc il faut que j'écrive à la fois les équations pour le vent et les équations pour l'océan. Pour l'instant, pour faire simple, je pense qu'on décide que le vent, on le connaît. D'accord? Donc ça, c'est les différentes forces qu'il faut que je rajoute dans mon équation. Et donc, on finit avec une équation qu'on appelle une équation de type Navier-Stokes, qui est écrite ici. Donc, vous reconnaissez ici le terme d'accélération, la force de Coriolis. Ici, ça, c'est le terme de pression. Donc, la pression, c'est un champ scalaire. D'accord? C'est juste une fonction scalaire, c'est pas un vecteur. D'accord? Et puis, ici, vous avez le terme de viscosité. Et puis, vous pouvez rajouter, après le forçage par le vent, rajouter des termes de forçage en plus. Mais essentiellement, c'est une équation de ce type-là. D'accord? Alors, ces équations sont les équations, je dirais, un peu maîtresses de la mécanique des fluides. Sûrement, quand vous allez faire de la mécanique des fluides, vous verrez ça un peu plus en détail. Ici, je ne vais pas insister sur la forme précise de l'équation. Mais je reviens à cette remarque par laquelle j'ai commencé, que ici, on a été capable d'écrire une équation. C'est une équation qui est simplifiée par rapport à la physique du problème, mais néanmoins, on a quand même écrit une équation. Cette équation, on ne sait pas la résoudre. On n'a pas de solution explicite. Enfin, on en a quelques-unes, ce n'est pas forcément les plus intéressantes. Par exemple, on a une solution très intéressante, U égale 0. Bon, voilà, on sait la résoudre. Bon, pas très intéressant. Voilà, et donc ce que vous voudriez faire, c'est pouvoir dire, à l'instant initial, mon état, je le connais, il est donné par un champ U0. Et ce que je peux dire après, comment ça va se comporter au temps t. D'accord? Et ça, en général, on n'a pas de solution explicite. On ne peut pas dire, avec 4 cosinus, un logarithme, 3 exponentielles, je trouve la solution de cette équation. Ça n'existe pas. D'accord? Alors non seulement ça c'est la première remarque, mais en plus, on ne sait même pas dire que ces équations ont une solution, je dirais, physiquement raisonnable. Alors, qu'est-ce que j'entends par physiquement raisonnable? Donc, on s'est démontré que cette équation a des solutions qui sont un tout petit peu raisonnables dans la mesure où on sait contrôler leur énergie. Elle est essentiellement dissipée un petit peu, mais on a une égalité de conservation, une inégalité de conservation d'énergie. Mais par contre, on ne s'est pas démontré, par exemple, qu'il y a une seule solution. Donc, si vous voyez, du point de vue de la physique, ça voudrait dire que vous partez d'un état, vous connaissez votre océan, et puis selon qu'il fait beau ou il ne fait pas beau, et que vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ça va évoluer de deux façons différentes. D'accord? Donc, vous n'avez pas de principe de causalité. Donc, ça, du point de vue de la physique, c'est quand même pas très raisonnable. Et ce que vous n'avez pas non plus, c'est si vous perturbez un tout petit peu votre état, d'accord, vous prenez votre océan, vous changez un tout petit peu la vitesse à un endroit, d'accord, donc vous lancez un petit caillou, vous lancez un petit gravillon dans votre océan, vous n'êtes pas sûr que ça va rester, les deux solutions vont rester proches. Donc ça vous dit, par exemple, que vous pourriez jeter un petit gravillon et faire complètement changer tout le Gulf Stream. Vous voyez que ça, c'est pas très raisonnable non plus physiquement. Donc voilà, ça c'est un problème mathématique fondamental, qui fait partie des problèmes qui ont été mentionnés par la Fondation Clay. Donc si vous êtes capable de résoudre ce problème, c'est quand même un problème à $1 million. Ça, c'est intéressant. Bon, à mon avis, il y a des façons plus simples de gagner $1 million. Voilà. Donc en tout cas, si c'est pas ça la bonne méthode si vous voulez dire quelque chose de précis sur votre écoulement. Faut pas attendre d'être capable de résoudre l'équation. D'accord? Et puis en plus, une fois que vous savez qu'il y a une solution, vous ne savez pas forcément dire beaucoup de choses sur cette solution. Donc voilà, donc, il faut être capable de faire autre chose, même si on n'est pas capable d'avoir une solution de cette équation. Alors maintenant, je vais revenir sur ce qui va être essentiellement le cœur de ce que je voudrais vous expliquer ce matin, qui est cette histoire d'échelles multiples et de séparation d'échelles. Hein, ma troisième remarque dans la partie introductive, c'était que les écoulements géophysiques sont très complexes, notamment parce qu'il y a beaucoup d'échelles différentes de temps et d'espace. Et que finalement, quand on écrit une équation comme je viens d'écrire là, eh bien, on a retenu beaucoup trop d'informations par rapport à ce qui nous intéresse. Donc ce qu'on voudrait, c'est être capable de dire, on est capable de faire le tri, d'accord, de séparer ce qui se passe à différentes échelles. Alors, quand je veux décrire ce qui se passe dans le Gulf Stream, je m'en fiche de savoir qu'il y ait une toute petite vague, je ne sais pas où, quelque part sur la côte bretonne. D'accord? C'est pas important. Donc, je dois être capable de faire le tri entre les petites et les grandes échelles. Alors, ça, les physiciens font ça très bien depuis très longtemps.
Donc, quel est le principe quand on veut séparer des échelles? Il faut déjà être capable de les identifier. Donc, pour faire ça, quand vous avez prévu une équation dans la physique, vous ne faites pas comme moi, vous ne dites pas que toutes les constantes qui vous embêtent, elles sont égales à 1, parce que sinon vous ne voyez plus rien. Vous commencez par dire quelles sont les grandeurs caractéristiques de votre écoulement. D'accord? Donc, typiquement, si vous regardez l'océan vous le regardez dans son ensemble, vous voyez que vous avez des échelles d'espace qui sont naturelles. C'est d'une part l'échelle de l'étalement horizontal de votre océan, donc ça va être quelque chose qui est de l'ordre de 1000 km. Et puis vous avez une autre échelle de longueur qui est tout aussi naturelle, qui est l'échelle de profondeur de votre océan, qui est plutôt de l'ordre de je sais pas, 5 à 10 km, en tout cas certainement pas à 100 ou 1000. D'accord? Donc vous voyez que déjà, vous avez une très grande asymétrie entre les dimensions horizontales et les dimensions verticales. Donc ça veut dire qu'il faut vous donner tous ces paramètres caractéristiques, et puis après dire, dans mon problème, moi, ma longueur de référence, ce qui va m'intéresser, c'est quelque chose qui se passe à l'ordre de 100 km. D'accord? Donc si ma longueur de référence est 100 km, ça veut dire que mon domaine horizontal, ça reste quelque chose qui est essentiellement infini, et par contre que mon domaine vertical, je peux complètement l'écraser, c'est essentiellement 0. D'accord? Donc voilà, vous allez introduire les longueurs qui vous intéressent, vous allez introduire les temps qui vous intéressent, et ensuite, dans votre équation, vous allez adimensionner tout le monde. D'accord? Et après, vous allez comparer les ordres de grandeur. Et puis, l'idée, c'est de dire, finalement, qu'est-ce qui va être le chef dans l'équation? Quels sont les termes qui vont dominer les autres? D'accord? Alors, dans le cas de la circulation océanique à grande échelle, eh bien, pratiquement par définition de ce que c'est qu'une grande échelle, eh bien, les deux termes les plus importants sont le terme qui vient ici de la rotation, le terme de Coriolis. D'accord? C'est fondamental dans tous les écoulements à grande échelle. Par contre, on entend beaucoup de bêtises sur la force de Coriolis. C'est pas à cause de la force de Coriolis que votre lavabo il se vide vers la droite ou vers la gauche. Ça, c'est vraiment juste n'importe quoi. Ou alors, vous avez vraiment un très 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 grand lavabo. Hein. Donc voilà, si votre lavabo fait 100 km de long, peut-être que c'est la force de Coriolis, mais sinon, c'est pas vrai. Voilà. Et l'autre effet très important, c'est l'effet de pression. Évidemment, c'est le terme de pression. Vous voyez que là, il est important parce que c'est lui qui permet que votre volume se déforme, mais sans changer de taille. D'accord? Que votre fluide se déforme, mais vraiment en conservant le volume. D'accord? Donc c'est ces deux termes qui vont être prépondérants ici pour un écoulement à grande échelle. Et donc ça, c'est mesuré par un paramètre qu'on appelle le nombre de Rossby, qui est ici, qui essentiellement dit quelque chose sur le lien entre la vitesse angulaire de la Terre et les échelles de temps et d'espace que vous regardez. Voilà, donc l'exemple que je vais regarder, c'est quand même c'est typiquement un écoulement à grande échelle, et ce sera les deux termes les plus importants. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que les autres effets, je voudrais qu'ils ne me cassent pas trop les pieds, et je voudrais être capable de dire que je vais pouvoir, en quelque sorte, les faire disparaître. D'accord? Alors comment est-ce que vous allez faire disparaître? Essentiellement, il y a deux possibilités. Soit vous allez les décrire très précisément, et puis après les enlever aussi précisément que vous les avez étudiés, d'accord? Soit alors vous dites, juste je vais moyenner, tout ce qui se passe sur une échelle plus petite, je fais une moyenne, et donc je ne vois plus. D'accord? Donc c'est un peu ça l'idée, donc quand vous allez faire peut-être un petit peu de maths et d'analyse fonctionnelle, vous voyez qu'il y a une notion qu'on appelle la convergence faible, et c'est exactement ça qu'elle fait. Elle le fait toute seule pour vous, elle fait la moyenne et elle enlève tout ce qui se passe aux petites échelles. Donc ça, c'est parfait. C'est un outil mathématique qui est pratiquement exprès pour ça. Donc typiquement ici sur mon exemple, si je reprends mon exemple, vous voyez que si vous revenez à cette équation qui est ici, là, vous pouvez regarder ce qui se passe. Et vous voyez que dans ce cas-là, votre mouvement, vous pouvez le décomposer en deux parties. Une première partie où vous avez des oscillations très rapides, d'accord, et ça s'appelle des ondes de Poincaré, donc c'est quelque chose qui est très bien connu des géophysiciens. Et puis une partie qui oscille pas, qui est la partie moyenne, et ça c'est ce qu'on appelle l'écoulement géostrophique, et c'est un écoulement qui effectivement est complètement bidimensionnel. Donc, vous voyez que vous allez effectivement pouvoir complètement oublier ce qui se passe dans l'épaisseur de votre fluide, vous n'avez plus de dépendance par rapport à la coordonnée x3, et vous n'avez plus de vitesse verticale. D'accord? Donc les états moyens, d'accord, si vous regardez la moyenne, vous avez plein de petites oscillations autour de ça, très, très rapides, mais en moyenne, ce qui se passe, c'est que vous avez un écoulement qui est purement 2D. Bon, ça, jusque-là, c'est pas très surprenant, mais enfin,
c'est quand même des résultats, je dirais, même du point de vue de la physique, c'est-à-dire quand on n'a pas écrit les choses tout à fait comme un théorème, qui remonte à Taylor et Proudman, je pense que c'est début du XXe siècle, mais je ne suis pas très sûre de moi. Voilà, alors maintenant, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça et dire, bon ben voilà, hop, j'enlève tout ce qui n'est pas 2D et puis j'oublie tout le reste? Eh bien non. Alors ce que je voudrais vous expliquer, et peut-être ça c'est une autre chose que j'aimerais que vous compreniez, même si après vous ne comprenez pas le détail des exemples, c'est pourquoi je n'ai pas le droit d'enlever les petites échelles. D'accord? Pourquoi c'est pas juste une petite manie de mathématicien grincheux de dire on ne peut pas faire n'importe quoi avec les petites échelles. Donc je vous montre deux exemples. D'accord? Et c'est les deux exemples, je dirais les deux exemples, quelque part il n'y a pas d'autres pathologies possibles. D'accord? C'est deux pathologies typiques qui peuvent vous arriver. Donc ce que j'ai dit, c'est le premier genre de petites échelles que vous pouvez avoir, c'est des oscillations. D'accord? Vous oscillez très vite. D'accord? Donc vous allez dire, en moyenne, si j'oscille très vite, donc typiquement j'ai un sinus qui oscille très vite. Quand je fais la moyenne de ça, vous faites la moyenne du sinus sur un petit intervalle. Si ça vraiment vous oscille très vite, vous voyez que la moyenne c'est 0. Très bien. On peut supprimer tout ce qui oscille. Sauf que maintenant, si vous avez un terme non linéaire, c'est-à-dire quelque chose, vous voyez dans mon équation, si je regarde mon équation de Navier-Stokes, vous aviez des termes où il y avait du U comme du U carré, le terme ici de convection, typiquement, vous voyez qu'il y a du U au carré. Des termes qui sont non linéaires, c'est-à-dire que le fluide est couplé à lui-même, quelque part. Vous voyez que maintenant, si vous prenez le sinus et vous le mettez au carré, vous faites sa moyenne. Bon, il y a assez peu de chances que le carré de quelque chose, en moyenne, ça fasse 0. En l'occurrence, ça fait 1,5. D'accord? Donc si vous avez juste dit, moi, les ondes, je les oublie, eh bien, il peut vous arriver des malheurs. Et ça, physiquement, on sait très bien ce que c'est. Vous prenez des ondes, il y a des interférences qui sont constructives. D'accord? Les ondes, peut-être que vous en fichez, mais les interférences constructives, eh bien, ça va pouvoir faire changer complètement votre mouvement, même moyen. D'accord? Ça veut dire que les petites échelles, vous pouvez vous en débarrasser, mais il faut quand même savoir s'il y a une espèce de feedback sur votre mouvement moyen. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème que vous pouvez avoir, c'est que ces oscillations, quand vous faites des interférences, eh bien, ça peut vous changer complètement, même au niveau macroscopique, ce qui se passe pour votre fluide. Et puis, il y a un deuxième problème, qui sont les problèmes de concentration. Donc là, je vous ai pris d'autres exemples. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps d'absorber ces deux exemples, qui sont vraiment deux exemples que je vous invite à méditer un tout petit peu. Vraiment, si vous faites un peu d'analyse fonctionnelle, vous verrez que c'est quelque chose qui est fondamental. Donc l'autre possibilité, c'est les concentrations. Donc ici, vous voyez, j'ai pris une fonction qui fait juste 1 sur racine de epsilon sur un petit intervalle qui est de l'ordre de epsilon. D'accord? Donc si je la moyenne, donc je l'intègre contre une fonction gentille, vous voyez que ça, essentiellement, quand vous calculez l'intégrale de ce truc, ça va faire quelque chose qui est comme racine de epsilon, ça tend vers 0. D'accord? Donc la concentration, a priori, vous ne la voyez pas. Donc quand vous allez faire votre moyenne, votre petite échelle comme ça avec une concentration, vous dites, c'est pareil, je peux la jeter à la poubelle. Maintenant, si vous la mettez ici au carré, vous voyez que le 1 sur racine de epsilon devient 1 sur epsilon. Quand vous faites la moyenne de ce truc, vous voyez que votre intégrale, elle est constante. D'accord? Et donc, à nouveau, ça veut dire que vous pouvez concentrer de l'énergie de votre système. L'énergie, c'est quelque chose qui ressemble à U carré, c'est l'énergie cinétique. Vous pouvez concentrer l'énergie de votre système dans des toutes petites bandes. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire complètement abstraction du fait qu'il y a des petites échelles. D'accord? Et c'est exactement ce phénomène de concentration que je voudrais illustrer dans le temps qui me reste. C'est un phénomène qui est très bien connu en physique et particulièrement en géophysique, qui s'appelle un phénomène de couche limite. Vous voyez qu'a priori, tout se passe très bien, tout est gentil, puis à un endroit, les choses se concentrent, l'énergie se concentre, et donc là, vous pouvez soit absorber beaucoup d'énergie, soit transmettre beaucoup d'énergie. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est crucial si vous voulez comprendre votre écoulement. Voilà. Donc, voilà. Donc, encore une fois, les deux types de petites échelles, c'est essentiellement tout ce que vous pouvez faire comme petites échelles. C'est soit des concentrations, soit des oscillations. Il n'y a pas tellement d'autres choix. Après, vous pouvez avoir un mix des deux. Vous pouvez avoir des superpositions de plusieurs oscillations. Mais essentiellement, toutes les petites échelles peuvent se décrire de cette façon-là. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est un exemple de ces petites échelles, et particulièrement de concentration, de couche limite.
Donc, ce qu'on appelle les couches de Munk. Donc, ici, peut-être, vous pouvez reconnaître la côte est des États-Unis avec la Floride. Et donc, ce que vous avez ici représenté, c'est une vue satellite qui vous donne, il me semble, la vitesse locale d'écoulement de l'océan. D'accord? Vous avez la code couleur. Mais en gros, vous voyez que ici, vous avez ici un courant qui se concentre sur la côte ici, et où le courant va essentiellement 10 fois plus vite qu'après ailleurs dans le centre de l'océan. Donc c'est quand même 10 fois plus vite, c'est quelque chose qui est tout à fait notable. Donc et la question c'est, est-ce qu'on peut expliquer ce genre de phénoménologie? Et la réponse est oui, même avec un modèle simple, que même on va être capable de traiter explicitement, parce que comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire en général des calculs explicites, je vous montre un exemple où on peut les faire. Voilà, donc je repars des mêmes équations que tout à l'heure, j'ai fait juste un peu le ménage. Je suppose que je pars déjà d'un fluide qui est deux-dimensionnel, donc j'oublie complètement ce qui se passe dans la dimension de profondeur. Je suppose que mon fluide est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération. D'accord ? Donc j'enlève la partie à la fois, toute la partie accélération, y compris la convection. Et donc finalement, il ne me reste plus que 3 termes ici. Donc un premier terme ici, qui est la force de Coriolis. Et ici, j'ai tenu compte du fait que la force de Coriolis n'est pas quelque chose qui est homogène selon la latitude. D'accord ? Donc x2 ici, c'est ma latitude. Et essentiellement, la force de Coriolis, quand vous êtes... l'inhomogénéité de la corde c'est une force qui est inhomogène. Et donc, en première approximation, donc normalement, vous avez un sinus ici que j'ai approché par une fonction qui est juste affine. Mais vous voyez qu'il se passe quelque chose de particulier, notamment à l'équateur. Voilà. Ensuite, ici, vous avez votre gradient de pression, la dérivée par rapport à la première coordonnée, la dérivée par rapport à la deuxième coordonnée de la pression, qui est une des fonctions inconnues. Et puis ici, votre terme de viscosité, donc ça s'appelle un Laplacien. Bon, voilà, c'est une dérivée seconde par rapport à la première coordonnée, plus une dérivée seconde par rapport à la deuxième coordonnée. Et puis ici, nu, c'est la viscosité. Et ça, c'est quelque chose que je me donne, qui est juste la force qui est exercée par le vent. D'accord ? Donc ça, c'est les équations extrêmement simplifiées déjà, mais c'est les équations pour mon courant à très grande échelle, une fois que j'ai déjà simplifié par le fait que j'ai moyenné ce qui se passait dans la dimension x3. Alors, vous voyez que ça, c'est des équations, ce qu'on appelle les équations de dérivée partielle, puisque les fonctions ici, elles dépendent de deux coordonnées qui sont x1 et x2. Et vous voyez qu'elle est d'ordre 2 parce qu'au plus, je dérive 2 fois. D'accord ? Donc ça, c'est comme une équation différentielle d'ordre 2, vous avez une dérivée seconde. Ici, vous avez des dérivées partielles d'ordre 2, donc vous avez des équations de dérivée partielle d'ordre 2. Et donc, c'est exactement comme pour une équation différentielle. Vous savez qu'une équation différentielle, si elle est d'ordre 1, vous êtes obligé de rajouter une condition au bord. Si vous connaissez juste f', pour connaître f, il faut en plus rajouter une condition. Si vous connaissez juste f seconde, dans ce cas-là, il faut rajouter 2 conditions. Ici, c'est pareil. Donc, il faut rajouter 2 conditions qui sont que U1 et U2 s'annulent sur le bord. D'accord ? Ça vous dit juste que quand vous arrivez sur la côte, votre fluide ne continue pas à partir, il s'arrête. D'accord ? Vous avez un frottement, d'accord ? Et ça s'arrête. D'accord ? Donc ça, c'est un système, je dirais, où on a retenu le minimum d'informations, juste ces informations sur la rotation, la pression et la viscosité. Et ce qui est important ici, c'est donc notre paramètre ici qui va être petit. Ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui se passe quand la viscosité est vraiment très petite. D'accord ? Puisqu'on a dit que la viscosité, a priori, est toute petite. Donc qu'est-ce qui se passe quand la viscosité est très petite ? Alors, vous voyez qu'il y a un problème quand la viscosité est très petite, parce que si je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je la remplace par 0. Donc, je vais enlever tous ces termes-là, puis j'ai encore une équation. Si je fais ça, j'ai un petit problème, parce qu'après, j'ai plus qu'une équation d'ordre 1, je ne dérive plus qu'une seule fois, et du coup, j'ai plus le droit d'imposer autant de conditions au bord. D'accord ? Donc, ici, le problème, la concentration, elle va venir du fait que quand je fais formellement, je remplace et que je dis que mon paramètre il est petit, j'enlève les termes qui vont dans l'équation. Ça paraît assez naturel, c'est ça qu'on a envie de faire, dire si nu est petit, bah, dans ce cas-là, j'oublie ces termes. Et bien maintenant, j'ai un problème parce que mes équations ici, elles sont plus compatibles avec la condition sur le bord. Alors, maintenant, là, c'est un petit peu de cuisine, c'est comment on fait pour se ramener d'un système à une équation scalaire, parce qu'on n'aime pas travailler avec plein de fonctions inconnues, on préfère en avoir juste une. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on utilise le fait que l'incompressibilité, la condition sur la divergence, pour expliquer pour dire qu'on peut remplacer
Tout ça va avec une fonction de courant. Donc il existe une fonction psi telle que U1 c'est la dérivée par rapport à x2 de psi et U2 c'est moins la dérivée par rapport à x1 de psi. Donc ça va un peu vite, mais j'imagine que vous reverrez ces choses-là sur les écoulements incompressibles plus tard. Bon, peu importe, c'est ma cuisine, j'ai le droit de faire ça à cause de la condition de divergence nulle. Et puis après, je remplace dans les équations, et à la fin, ce que j'obtiens, c'est cette équation-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bêta D1 psi, qui est la seule trace qui me reste du terme de rotation. Ici, j'ai ce terme-là. Maintenant, vous voyez que j'ai des dérivées d'ordre 4, parce que je passe d'un système d'ordre 2 à une équation scalaire d'ordre 4. Voilà, ça c'est le terme de viscosité. Et puis ici, j'ai un terme qui vient de juste du vent. Et puis, j'ai maintenant les deux conditions sur ma fonction psi, c'est que la fonction psi et sa dérivée s'annulent sur le bord. D'accord? Donc ça c'est comment je suis passé du système à une équation. Je suis sûr que si vous prenez le temps de faire, vous remplacez vous-même, vous arriverez à faire ce calcul. Il n'y a pas de difficulté particulière. Maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est comment est-ce que je regarde la limite de ce truc quand le nu est tout petit. Comment ça se comporte, cette équation, la solution de cette équation quand nu est tout petit? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'écrire précisément ce que c'est la solution et regarder après les solutions une par une? Ou est-ce que je peux dire quelque chose même sans connaître explicitement les solutions? Alors, comme je suppose que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le calcul à plusieurs variables, le calcul différentiel à plusieurs variables, eh bien, à partir de là, je vais oublier la variable numéro 2 et me ramener à l'équation où j'ai plus qu'une variable. Donc, je me suis ramené maintenant à une équation différentielle d'ordre 4, certes, mais sur des fonctions à une variable qui est écrite, qui est plus pas écrite ici, bon, qui est celle-là où j'ai juste enlevé le D2, d'accord? Donc j'ai bêta D1 psi moins nu dérivée quatrième de psi égale tout. En maths, pour traduire qu'est-ce qui se passe quand nu est petit, on dit qu'est-ce qui se passe quand nu tend vers 0. Il est entendu que la viscosité de l'eau n'est pas 0, elle ne tend pas vers 0, elle est fixe, mais elle est petite, et donc ce qu'on espère, c'est que quand on regarde cette limite, ça nous dit quelque chose de ce qui se passe quand nu est petit. Alors, quand vous regardez l'énergie du système, comme l'énergie est bornée, vous avez une borne ici sur la fonction psi. En particulier, vous pouvez voir qu'elle est bornée, ce qu'on appelle dans L2, enfin l'intégrale de son carré est bornée. Donc, ça vous dit que, essentiellement, c'est presque comme pour des nombres, mais évidemment, pour les fonctions, c'est pas tout à fait comme pour des nombres. Vous avez le droit de faire ce que vous vouliez, c'est-à-dire passer à la limite ici. Ça, c'est borné, vous ne dites pas un truc qui est petit, ça s'en va. Et donc, il vous reste bien l'équation que vous pensiez. C'est-à-dire que ici, bêta fois la dérivée de psi bar égale tout. Donc, a priori, la limite, c'est bien le truc que vous pensiez. En tout cas, quand vous êtes loin du bord. D'accord? Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe près du bord? Parce qu'on sait que cette équation, elle n'est pas compatible avec la condition de bord que j'avais au départ. D'accord? Donc, je ne vais pas vous détailler ce calcul, mais essentiellement, l'idée, c'est une idée qui remonte à Prandtl, hein, un physicien qui a regardé pas mal les écoulements, notamment les écoulements autour d'un obstacle. C'est important quand vous regardez aussi l'écoulement autour du nez de l'avion. Ben, son idée, c'était de dire, l'écoulement, il est presque pas visqueux. Donc la viscosité, quand je suis loin du bord, essentiellement, je peux la négliger. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai enlevé dans mon équation la partie avec la viscosité. D'accord? Et puis, quand même, la viscosité, c'est elle qui est importante pour pouvoir donner un sens à la condition de bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer ma solution en un flot qui n'est pas visqueux, plus un tout petit bout qui va se localiser près du bord, où la viscosité va jouer un rôle important. Donc c'est exactement ça qu'on fait. Vous voyez qu'on dit la fonction, la solution, ça va être la solution de l'équation limite où il n'y a plus de viscosité, plus un terme ici où je rattrape, mais qui va être localisé juste près du bord. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce terme où je rattrape, ce terme qu'on appelle de couche limite, les deux conditions qu'on a dessus, c'est qu'ils doivent satisfaire l'équation ici différentielle, mais maintenant il y a le second membre joue plus de rôle. Hein, on est dans un tout petit voisinage du bord, et puis le forçage a déjà été pris en compte dans le psi bar. Donc j'ai ici maintenant une équation qui est homogène, d'accord? J'ai plus de second membre. Et puis ce que je dois avoir, c'est que quand je regarde la somme des deux, je vérifie bien les conditions aux limites. Donc le fait que la somme des deux fait 0 en 0, la somme des deux fait 0 en 1, la somme des deux, enfin la somme des dérivés fait 0 en 0, et la somme des dérivés fait 0 en 1. D'accord? Donc je rajoute artificiellement cette petite contribution que j'espère va être localisée près du bord pour essayer de quand même rattraper l'erreur que j'ai faite et revenir à la condition
d'arrêt sur le bord. D'accord? Donc maintenant, cette équation différentielle-là, eh bien, je pense que vous savez la résoudre. D'accord? Bêta, c'est un nombre. Nu, c'est un nombre qui est petit, mais ça n'empêche que c'est un nombre. Et donc, vous avez que la dérivée première doit être proportionnelle à la dérivée quatrième. Ça se résout avec des exponentielles. D'accord? Ça se résout avec une exponentielle et vous trouvez que le facteur lambda qui est dans l'exponentielle, vous avez que l'équation que bêta fois lambda moins nu fois lambda 4 doit être égal à 0. D'accord? Donc, vous êtes ramené même à une équation polynomiale sur lambda. Donc lambda, vous avez que lambda au cube, d'accord, le facteur qui est dans l'exponentielle, doit être égal à bêta sur nu. D'accord? Donc ça, vous savez résoudre. Donc, vous allez faire un petit bout comme ça à l'est, un petit bout comme ça à l'ouest. D'accord? Mais sauf que, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est les solutions qui vont décroître très vite. Vous voulez que ça reste localisé près du bord, vous n'avez pas que ce qui se passe près du bord aille déstabiliser tout ce qui se passe dans votre océan. D'accord? Et du coup, il se passe qu'à l'est et à l'ouest, c'est pas pareil parce que le signe est pas le même. D'accord? Et donc, est-ce que vous trouvez à l'est une condition possible et à l'ouest le J et le J carré, là, qui sont les racines cubiques de l'unité, conviennent, alors qu'à l'est, ben, vous avez juste une racine qui va convenir. D'accord? Donc finalement, vous allez trouver ces couches limites, c'est-à-dire que vous allez réussir à construire à la main ces corrections qui font que vous pouvez bien décomposer votre solution en une solution qui est vraie partout dans votre intervalle, plus des choses qui sont localisées près du bord. Mais vous voyez que vous avez une très forte dissymétrie entre ce qui se passe à l'est, où vous pouvez récupérer que... vous voyez, vous avez un espace ici, vous n'avez plus que le choix sur le lambda, donc ça c'est quelque chose qui est dimension 1, et à l'ouest, vous avez quelque chose de dimension 2. Vous voyez qu'a priori, vous aviez 4 conditions ici à remplir. 1, 2, 3, 4. Vous avez 3 bouts que vous pouvez récupérer à partir des couches limites. Et puis une condition au bord pour cette équation-là. D'accord? Donc, le nombre d'équations au bord que vous avez au départ, qui est 4, vous pouvez la décomposer en une condition au bord sur la fonction limite ici, et puis 3 conditions ici sur les couches limites. D'accord? Mais ça vous dit que vous avez une très forte dissymétrie entre l'Est et l'Ouest. Et donc, ça suffit à vous expliquer. Ça vous donne en fait quelque chose qui, quantitativement, est assez raisonnable. Ça suffit à vous expliquer pourquoi à l'Ouest, et seulement à l'Ouest, sur cette image qui est là, évidemment, on ne voit pas l'Est, donc on ne risque pas de le voir, mais seulement à l'Ouest, eh bien, vous avez ces courants qui se concentrent très fort près des bords. D'accord? Donc, vous voyez qu'avec un modèle très simple, évidemment, si vous voulez faire quelque chose de plus raisonnable, il faut rajouter un peu de physique dans le système. Mais vous voyez que même avec ce modèle très simple, eh bien, on voyait que la concentration, vous êtes capable de l'identifier. Et ça, c'est très important parce que ça vous dit qu'il y a des échanges d'énergie qui sont très importants, qui se concentrent ici juste. Vous pouvez oublier essentiellement partout les petites échelles, sauf ici, parce que ici, vous avez des échanges d'énergie qui sont très importants. Voilà, donc je pense que j'ai largement utilisé mon temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous allez me dire, pour faire un calcul comme ça, il n'y a pas besoin de maths très compliquées, puisque tout se fait. Oui, les maths, ça vous sert à aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec de l'analyse, même dans le cas où vous n'êtes pas capable de tout calculer, donc typiquement, quand je reviens à la place d'une équation différentielle à une équation dérivée partielle, eh bien, je peux quand même dire quelque chose sur ces couches limites. Je peux savoir comment elles sont dégénérées, près du nord, près du sud. Je peux savoir pourquoi ça crée au milieu de l'océan, quand il y a une île, une espèce de grosse... ce qu'on appelle des flux zonaux. Donc voilà, même si je ne peux pas calculer les choses explicitement, ben, les outils mathématiques me permettent de dire des petites échelles, je sais que j'ai des concentrations qui sont comme ci, des ondes qui sont comme ça, et donc je m'attends à ce que je puisse essentiellement les oublier, sauf telle et telle contribution au mouvement macroscopique. Voilà, donc vous voyez que l'intérêt, c'est qu'à la fin, vous allez être capable de dire à l'avance où sont les petites échelles. Et par exemple, si vous voulez faire une simulation numérique, ben, de raffiner votre maillage là où c'est nécessaire, d'accord, et de diminuer notoirement la puissance de calcul dont vous avez besoin pour dire quelque chose d'intéressant sur votre prédiction. Voilà, je vais m'arrêter là, et évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, si je suis capable de le faire. Bonjour. Il y a un moment dans votre exposé où vous décidez de supprimer une dimension. C'est-à-dire qu'après avoir
mis en évidence justement un terme en D1, enfin en D carré 1 plus D carré de 2, le tout au carré, mais vous décidez de supprimer, enfin de faire les calculs en une dimension et donc vous supprimez la deuxième variable. Sauf que dans ce terme, dans cet opérateur, pardon, je sais pas, mais sauf que dans cet opérateur que vous avez mis au carré, vous aviez un terme en D4, 1, 1, 2, 2. Donc en fait, vous aviez, je sais pas si on peut exactement le formuler comme ça, mais vous aviez une sorte de couplage entre la première variable et la deuxième variable. Donc du coup, à côté de quel problème est-ce que l'on passe lorsque l'on décide de découpler ce qui se passe sur X1 et ce qui se passe sur X2? Alors, je vais essayer de répondre d'abord avec les mains, puis après, j'ai quelques transparents de secours pour vous montrer, mais je suis pas sûre que vous avez envie de les voir. Donc, l'idée, c'est que si je suis près de l'Est ou près de l'Ouest, donc si je regarde mon océan, d'accord, donc disons pour simplifier pour l'instant que c'est un rectangle. C'est un peu simplifié, mais d'accord. Donc si je me mets près de l'Est ou près de l'Ouest, ce à quoi je m'attends, c'est que les petites échelles, vous voyez que c'est quelque chose qui mesure ma distance au bord, puisque le problème, il vient vraiment du bord, que j'ai imposé une condition qui n'était pas compatible avec le reste. Donc vous voyez que ce à quoi vous attendez, c'est qu'il y a une variation très rapide, mais qui dépend que de X1. D'accord. Donc maintenant, si je dis, j'imagine que cette variation est très rapide. Vous voyez que a priori, le terme le plus grand, le plus méchant, ça va être celui où je dérive 4 fois par rapport à x1, puisque mettons que je dérive et que ça me donne un facteur à chaque fois lambda. Vous voyez que ça va me sortir un lambda 4, alors que le terme où j'ai dérivé que 2 fois, il va être beaucoup plus petit, il va être comme lambda 2. Et puis le terme où j'ai dérivé 0 fois par rapport à x1, il va être comme lambda. Donc ce que je dis, c'est que dans tous les termes de cette équation-là, le plus méchant, sachant qu'il a quand même un nu devant qui est un truc qui est petit, eh ben celui qui risque de balancer, de contrebalancer celui-là il est d'ordre, il a qu'une dérivée, mais devant il a une constante qui est de l'ordre de 1. Et après, dans tout cela, ce que je dis, c'est que le plus grand, donc ici il y aurait normalement il y aurait 3 termes. Le plus grand de ces 3 termes, c'est le nu fois celui où j'ai dérivé 4 fois par rapport à x1. D'accord? Donc évidemment, après ça vous dit, je vais chercher une solution qui ressemble à ça. Après, ça ne vous dispense absolument pas de montrer a posteriori que vous aviez raison de le faire et que les termes que vous avez jetés, ils sont bien petits. D'accord? Donc après, il faut effectivement des estimations de stabilité pour dire que ce que vous avez fait ici, l'approximation que vous avez construite à la main, c'est quelque chose de raisonnable. Alors maintenant, si par exemple j'étais près du nord ou près du sud, c'est complètement différent parce que vous voyez que dans ce cas-là, le terme le plus grand, c'est celui où je dérive 4 fois par rapport à x2. Et là, maintenant, je vais être très embêté parce que j'ai un terme ici, lui, il dépend quand même que de x1. Je peux faire apparaître de dépendance par rapport à x2. Donc, il dépend que de x1, donc lui, il est vraiment de la taille de 1. Et l'autre, par contre, il dépend de x2. Donc, c'est là que j'ai les transparents de secours, normalement, quelque part. Voilà, donc près des bords nord et sud, eh bien, l'équation qui vous reste, c'est une équation qui est comme ça. Et donc, vous obtenez une taille de couche limite qui est différente, parce que vous voyez que, essentiellement, il faut que votre taille, ça va être comme nu puissance moins 1 quart. D'accord? Parce que vous allez compenser 4 dérivés par le nu, alors que tout à l'heure, vous en compensiez que 3. Donc ça veut dire que c'est des couches qui sont beaucoup plus larges. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et c'est des couches qui sont beaucoup plus dégénérées. C'est-à-dire que cette équation-là, pour ceux qui auraient fait un petit peu déjà d'équations dérivées partielles ou qui ont déjà vu ce que c'est que l'équation de la température en physique, c'est une équation du même style que l'équation de la chaleur. D'accord, une équation qu'on appelle parabolique. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout local. Avant, ce qu'on fait, c'est que dans la partie précédente, près de l'Est et près de l'Ouest, on récupère localement, on construit localement à chaque fois une petite correction pour récupérer la condition limite. Ici, là, c'est quelque chose qui se propage de l'Est vers l'Ouest. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument non local. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez toute la géométrie de tout l'océan d'un coup. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que là, vous n'aurez pas de solution explicite, mais que d'être capable d'analyser la nature des équations aux dérivées partielles que vous sortez vous dit quand même énormément de choses sur le fait que les phénomènes soient locaux ou pas locaux, et puis sur la taille de la concentration. Et puis voilà. Déjà, juste en regardant l'équation, vous avez déjà tout un tas d'informations où il n'y a pas besoin forcément d'avoir des solutions explicites. Alors moi c'est une question moins technique, mais jusque-là vous avez plutôt analysé des phénomènes naturels qu'on observe. Est-ce que vous personnellement vous avez déjà été dans une situation où au contraire vous deviez prédire un phénomène naturel qui n'est pas, je sais pas, un phénomène météorologique,
dans 4 jours ou je ne sais quoi? Alors, moi, je prends pas trop de risques. Hein. C'est beaucoup moins risqué de prédire les choses qu'on a déjà observées que celles qu'on n'a pas observées. Non, et plus sérieusement, je suis mathématicienne et ça veut dire que quelque part, je travaille en amont, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment on peut simplifier des modèles. Et après, moi, je ne fais pas du tout de calcul scientifique à proprement parler, c'est-à-dire utiliser ces modèles simplifiés qu'on a obtenus en étudiant théoriquement les modèles pour les implémenter pour de vrai dans des codes de météo ou des codes de... Mais voilà, ce qu'il faut... Je pense que c'est quelque chose sans doute qui est important aussi à réaliser quand on arrive, comme vous, au début des études supérieures, c'est que la science, c'est pas cloisonné, quoi. C'est pas chacun fait son petit truc dans son coin. Et donc, en fait, vous avez une espèce de continuum qui part de choses très théoriques. Moi, ce que je fais... j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment ça peut s'appliquer, mais ce que je fais, c'est des maths très théoriques. Hein, dans la réalité de ce que je fais au quotidien, je démontre des théorèmes. Hein, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'application directe, mais ça n'empêche que les problèmes que je regarde sont motivés par ces problèmes issus de la géophysique. Et puis, je travaille avec des gens qui sont capables de faire des simulations numériques, qui travaillent avec des gens qui font après des mesures in situ. Voilà, et c'est comme une communauté très large. Et je pense que c'est important, au moment où vous allez commencer à vous orienter, de garder cette idée d'avoir au moins les outils pour comprendre le langage des autres. C'est-à-dire qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas être spécialisé à la fois, on ne peut pas être capable de faire des calculs très appliqués, de la théorie très poussée, des mesures. On ne peut pas tout faire, juste parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Mais c'est très important d'avoir, je dirais, les outils nécessaires, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage, pour pouvoir communiquer avec d'autres, et puis voilà, que vraiment ces interfaces soient des interfaces qui soient réelles. Mais voilà, en tout cas, moi, dans mon travail au quotidien, non, je ne fais pas de prédiction météo à 4 jours, mais je pense qu'ici, au laboratoire de maths, il y a des gens qui font des choses beaucoup plus appliquées, et qui ont des collaborations industrielles, des collaborations... je ne sais plus si ici, il y a des gens qui ont des collaborations avec Météo France, mais il y a des gens, par exemple, qui font des SAT aussi, qui travaillent avec Météo France. Donc, voilà, faut vraiment avoir l'idée que voilà, il y a des connexions entre tout. Oui, bonjour. Ma question a trait au traitement des big data et aux algorithmes de deep learning. Est-ce que l'expérience a été faite en partant de données océaniques de surface qu'on a maintenant multiples par les satellites, de faire opérer toutes ces données par les fameux algorithmes de deep learning qui, en gros, cherchent niveau d'échelle par niveau d'échelle s'il y a des formalisations possibles beaucoup plus économes en taille mémoire et en temps de calcul. Est-ce que l'expérience a été faite de traiter de ces données océaniques et de voir si on retrouve plus ou moins en nombre chinoise les fameuses équations sur lesquelles, dont vous venez de nous parler, là, et sur les modèles, notamment en surface? La réponse est je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. J'imagine qu'aujourd'hui, effectivement, ça devient d'être quand même très à la mode de regarder les choses sous cet aspect-là. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de traitements de données dynamiques, comme ça. Il y a des traitements de données qui sont des données stationnaires, mais alors voilà, encore une fois, il y a des gens ici, même dans cette salle, beaucoup plus compétents que moi sur ces histoires de big data, mais à ma connaissance, il n'y a pas de traitement dynamique de données dynamiques. Voilà. Bonjour. À un moment donné, vous avez parlé de l'influence des petits phénomènes qu'on pouvait négliger, mais pas tout le temps, parce que quand on prenait la moyenne, parfois c'était pas nul. Et alors pour le coup, des interférences, ça se comprend assez bien. Mais quand vous avez parlé de concentration, et à un moment donné, vous mettez la concentration au carré, et j'arrive pas à comprendre physiquement ce que ça peut représenter. Donc typiquement, là, c'est pas l'exemple que j'ai traité ici, mais il y a d'autres couches limites qui sont importantes, qui sont les couches limites qu'on appelle d'Ekman. Donc c'est les couches limites qui se passent, c'est ce qui se passe à la surface de l'océan. D'accord ? Donc vous soufflez, le vent souffle sur l'océan, ça donne un terme de forçage qui est un terme de forçage complètement en surface. D'accord ? Le vent, il souffle pas même à 10 mètres de profondeur, il n'y a pas de vent qui souffle. D'accord ? Donc votre vent, il souffle complètement en surface.
Donc vous avez pareil, donc essentiellement vous avez des équations pour votre fluide qui vont être vraies dans la profondeur du fluide. Et a priori, le forçage ne se fait que en surface. Donc exactement même cadre qu'ici, c'est-à-dire que le forçage ne peut se faire que parce qu'il y a un peu de viscosité ou un peu de tension de surface, mais essentiellement un peu de viscosité dans votre fluide. Sinon, le vent pourrait toujours souffler, ça ferait rien, d'accord? Donc le panorama est exactement le même. Vous avez une toute petite couche limite, et dans cette couche limite, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie qui est insufflée par le vent se transforme vraiment en une énergie du fluide. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes capable, via ces concentrations, de transférer de l'énergie qui vient de l'atmosphère à l'océan. D'accord? Et pourtant, si vous regardez les équations pour votre fluide dans la profondeur, il est absolument pas influencé par. Enfin, le vent n'apparaît plus dans ces équations. Mais ce que ça vous permet de faire, c'est vraiment de transférer de l'énergie. Donc ça bosse sur une toute petite couche qui est beaucoup plus petite que la profondeur de l'océan. La profondeur de l'océan, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 5 km. L'endroit où vous transférez, enfin la couche limite d'Ekman, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la dizaine de mètres. Et donc sur une dizaine de mètres, vous êtes capable de transférer de l'énergie qui vient de l'atmosphère à l'océan. Donc évidemment, vous pouvez dire ce qui se passe sur les 5. Enfin, si je veux un panorama général du mouvement de l'océan, je m'en fiche complètement de savoir ce qui se passe dans les 5 mètres en haut. C'est pas pertinent. Mais sauf que si vous oubliez que vous avez de l'énergie qui a été transférée de l'atmosphère, évidemment, tout votre schéma d'ensemble est complètement faux. Donc l'idée est vraiment là, c'est-à-dire que si vous regardez vraiment le mouvement lui-même, c'est-à-dire une quantité qui est comme U, eh bien, vous n'allez pas avoir d'effet du forçage par le vent. Maintenant, si vous regardez une quantité qui est comme U carré, qui est l'énergie, eh bien là, vous avez vraiment ce qu'on appelle le pompage d'Ekman. C'est un phénomène qui est bien connu, qui explique notamment pourquoi c'est quelque chose qui avait été remarqué lors des expéditions polaires. Si votre vent souffle comme ça, vos icebergs, ils dérivent avec une vitesse qui fait un angle en gros de 45 degrés par rapport au vent. Ça peut paraître bizarre. Si vous faites ça avec une balle de ping-pong, vous mettez une balle de ping-pong sur l'eau, vous soufflez, a priori la balle de ping-pong, elle va exactement dans la direction où vous soufflez. D'accord? Ben là, c'est pas ce qui se passe pour les icebergs. Vous soufflez dans une direction et l'iceberg, il part à 45 degrés. Et ça, c'est parce que l'iceberg, il y a quand même une partie importante qui est immergée. Et donc, ce qu'il ressent, c'est la vitesse qui est en dessous de la couche limite. Et cette vitesse, quand on la calcule par des techniques de couche limite comme ça, eh bien, on voit qu'elle est décalée de 45 degrés par rapport à la vitesse vraiment en surface. Donc, vous voyez que c'est un mécanisme. Évidemment, si vous vous intéressez à ce qui se passe dans la profondeur, ce qui se passe dans les quelques premiers mètres, vous en fichez. Sauf qu'il y a quand même cette concentration vous transmet quand même une part importante macroscopique de l'énergie. Bonjour, oui, je suis quelqu'un qui a un peu de mal à parler en public. Moi, je viens de l'école voisine, qui est l'école des sciences géographiques, où il y a certains chercheurs qui font de la géodésie spatiale. Et bon, mais c'est pas vraiment le même domaine, comme vous avez dit. C'est extrêmement compartimenté maintenant, et il faut faire beaucoup d'équipes pluridisciplinaires. Et bon, et sinon, oui, je pensais à l'avion qui a disparu dans l'océan Indien. Est-ce que vous ou alors des gens de votre laboratoire font des recherches de trajectoire, de courant? Alors moi, j'ai pas fait, mais j'ai un collègue mathématicien qui fait des maths presque aussi peu appliquées que moi, qui est allé, pas pour cet avion-là, mais pour celui qui avait disparu entre la France et le Brésil, effectivement sur une opération pour faire des calculs de trajectoire et essayer de retrouver effectivement les restes de l'avion. Voilà. Moi, j'ai jamais fait ça, mais voilà, on utilise aussi des mathématiciens qui a priori sont pas des gens qui font des choses très appliquées. J'aurais une question éventuellement. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de stabilité des équations. Donc vous disiez, bon, on ne souhaite pas avoir des problèmes d'évolution. Enfin, on ne s'attend pas à des évolutions chaotiques pour les phénomènes qu'on étudie. Si on était en train de regarder des phénomènes qui concerneraient plutôt l'atmosphère, là on pense effectivement à des évolutions chaotiques. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, dans quel cas on va
comment va se poser, disons, ces problèmes de stabilité, comment vont se poser ces problèmes de stabilité selon, disons, les fluides que l'on considère? Alors, donc l'atmosphère, je dirais, si on voulait écrire des équations un petit peu comme on a fait là pour l'atmosphère, je dirais que la principale différence, c'est sur la compressibilité. D'accord? L'atmosphère, c'est pas très visqueux non plus, mais par contre, c'est très compressible. Vous savez que si vous prenez de l'air, vous le chauffez, ou vous le refroidissez, essentiellement, vous allez changer nettement son volume. Donc, c'est je dirais, la différence principale. Donc, on va remplacer des équations qu'on appelle de type incompressible par des équations où on va lier la dynamique avec la thermodynamique, c'est-à-dire avec aussi tous les effets de température et de densité. Et du coup, en fait, pour ces équations-là, donc pour les équations de Navier-Stokes, on ne sait pas le démontrer, mais on s'attend quand même globalement à ce que les équations soient stables. Pour les équations compressibles, on sait qu'il existe des instabilités. Hein, si vous mettez un fluide qui est plus lourd sur un fluide qui est plus léger, bon, si vous touchez à rien, et ben vous restez comme ça. Mais si évidemment dès que vous perturbez un petit peu l'interface, si c'est plus un plan tout bien plat, et bien vous commencez à avoir des instabilités qu'on appelle des instabilités de Rayleigh-Taylor. Et donc on sait très bien que le modèle il prévoit ces instabilités. D'accord? Donc là, il y a des questions un peu différentes. C'est-à-dire pour ce modèle-là, on ne sait pas montrer que c'est stable, mais on pense quand même que ça l'est. Pour les modèles qu'on utilise dans l'atmosphère, on ne sait pas montrer que c'est stable, mais on sait même montrer que au moins linéairement, c'est instable. Alors après, du coup, effectivement, il faut être, je dirais, c'est comme ça que je comprends ce qu'essayent de faire les gens en turbulence. Hein. La turbulence, c'est un domaine qui est compliqué, qui, je dirais, du point de vue théorique, est quand même un peu impressionniste de temps en temps. Et la turbulence, la question, c'est comment on fait pour moyenner. On sait qu'il y a des instabilités, donc les petites échelles, elles vont être créées par ces instabilités. Comment on fait pour moyenner ces petites échelles? Hein, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ce qu'on espère, c'est qu'on va créer plein de petites structures, de petits tourbillons, de petites choses, mais que quand même, en moyenne, à la fin, on va réussir à dire quelque chose statistiquement. Hein, parce que la turbulence, c'est quelque chose qui vaut que statistiquement. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, les fondements de la turbulence, ça reste très, très pragmatique. Hein. Enfin, c'est très lié à ce qu'on est capable de mesurer. Il n'y a pas vraiment d'équation précise, à part pour donner des états d'équilibre. Bonjour, en fait, tout à l'heure, vous avez introduit la viscosité cinématique. Et on a dit que pour l'eau, elle était très faible et que du coup, on introduisait la viscosité turbulente. Donc je pense que c'est comme ce qu'on a vu en prépa. Enfin, nous, on l'appelait viscosité dynamique, je crois. Oui, mais j'avais pas bien compris. Enfin, ça sert à quoi de l'introduire? C'est juste pour avoir un nombre plus grand qui décrit mieux? Enfin... Alors, ça sert à quoi? Ça sert à avoir effectivement une prédiction qui est à peu près pertinente par rapport à ce qu'on observe. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, hein, l'observation fondamentale, c'est de dire, on sait qu'on injecte de l'énergie dans le système, notamment parce qu'il y a le chauffage solaire, aussi parce qu'on force par le vent, parce qu'il y a plein de choses. Donc on sait qu'on injecte de l'énergie dans le système. On sait que le système, enfin jusqu'à preuve du contraire, il ne va pas exploser, d'accord? L'énergie, il ne la conserve pas, et donc il faut qu'il y ait de l'énergie qui soit dissipée. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on procède par analogie, c'est-à-dire on connaît un mécanisme qui dissipe de l'énergie, c'est la viscosité cinématique. Donc on sait que si cette viscosité cinématique était plus grande, on aurait là un mécanisme qui dissipe de l'énergie. Et ce qu'on dit, c'est lié à cette question de turbulence que je viens d'évoquer, c'est que peut-être, parce que du coup il n'y a pas de viscosité cinématique, du coup on a quand même formation de des tout petits tourbillons, des toutes petites structures, et on a l'impression que en moyenne, à cause de ces petites structures, on va quand même dissiper de l'énergie et qu'on peut la modéliser par une viscosité qui est un nombre, je dirais, qu'on attrape juste à partir des mesures. Mais il n'y a aucun fondement théorique, quelque part, à dire que la dissipation qui vient de la turbulence est vraiment de cette forme-là. D'accord? Donc ça fait partie, c'est un postulat, un axiome, qu'on peut modéliser la dissipation turbulente par un terme de type Laplacien. Il n'y a pas de,
Autant la viscosité cinématique, on sait écrire un modèle moléculaire où les atomes s'entrechoquent et on peut calculer les coefficients vraiment cinématiques de viscosité. Autant tout ce qui est viscosité turbulente, c'est un axiome, on décide qu'on va le modéliser comme ça et on espère que ça va donner des résultats raisonnables. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que l'installation de turbines hydrauliques ou d'éoliennes hydrauliques, est-ce que ça affecte les courants? Est-ce que vous les prenez en compte dans vos calculs? Est-ce que c'est quelque chose qui va être envisageable à prendre dans les calculs dans les années à venir? Alors, c'est pareil, je pense que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que si vous regardez à l'échelle de l'océan, enfin, sauf si vous en installez beaucoup, j'ai un peu du mal à croire que ça va changer drastiquement la géométrie de vos courants. Hein, je ne pense pas que le Gulf Stream soit beaucoup dévié par quelques engins de ce genre. Évidemment, si vous en installez partout, probablement c'est différent. Par contre, localement, donc si vous regardez plus une échelle locale, si vous regardez même sur, je sais pas, une échelle comme la Manche ou des choses comme ça, oui, je pense que voilà, tout est une affaire d'échelle. Donc si vous en mettez beaucoup, ça peut avoir un effet à grande échelle. Si vous en mettez quelques-unes quelque part, voilà. Et encore une fois, après c'est lié aussi à ces histoires de stabilité, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est vrai à condition de dire que les modèles qui régissent le tout sont relativement stables. Si les modèles ne sont pas stables, alors une toute petite perturbation quelque part très localisée pourrait tout déstabiliser. Mais bon, voilà, c'est quand même pas c'est pas ce qu'on a tellement en tête. Bon, après, le modèle que je vous ai donné, il est de toute façon trop simple, c'est-à-dire que il y a quand même un truc qui n'est pas raisonnable, c'est qu'il n'y a pas de température dedans. D'accord? Donc même si l'eau est faiblement compressible, on ne peut pas complètement négliger les aspects thermodynamiques. On sait très bien que si vous regardez la circulation qu'on appelle thermohaline, le moteur de la circulation océanique terrestre, on sait très bien que vous avez des courants froids, des courants chauds en surface, des courants froids en profondeur, et que tout ça c'est lié aussi à ce qui se passe au pôle, que effectivement si la température des pôles change, ce moteur risque de changer. Donc voilà, le modèle que je vous ai donné, il est vraiment trop simple, il garde vraiment pas assez de physique, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit modèle où on peut déjà trouver ces effets de couche limite. Mais voilà, si on veut faire des modèles plus raisonnables, par contre la température, oui, ça c'est quelque chose qu'il faut rajouter absolument dans le modèle. Bonjour. Est-ce que en plus des équations mathématiques que vous faites aussi des modélisations 2D ou 3D, par exemple avec des fractales? Avec des fractales, pour modéliser le domaine, pour modéliser... J'avais vu qu'on pouvait modéliser des phénomènes physiques avec des fractales, justement. Alors, en fait, le problème, c'est que... Bon, alors, je ne devrais pas dire ça, parce que mes collègues mathématiciens vont pas être contents si je leur fais disparaître l'effectif du département de maths. Mais les mathématiciens ont quand même un peu 10 métros de retard sur les autres scientifiques. Heureusement qu'on ne les a pas attendus pour faire décoller une fusée. Et alors, donc, pour l'instant, ce qu'on sait faire, quand même, j'essaie de vous dire un peu plus concrètement ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on sait vraiment prouver un théorème de stabilité, écrire que la couche limite, c'est la bonne description. C'est essentiellement, j'exagère un tout petit peu, mais c'est pratiquement quand vous avez une côte qui est, si vous avez un océan qui est un rectangle, quoi. Donc, c'est pas tout à fait vrai. On sait faire un peu de géométrie, mais il faut que ce soit régulier, qui se passe. Donc dans le cas où il y a une fractale, on ne sait juste rien faire. Voilà. Donc, mais c'est une bonne nouvelle pour vous en même temps. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de choses à faire et que c'est une bonne idée d'aller faire des sciences parce que vous ne serez pas au chômage. C'est peut-être un peu hors sujet. C'était pour savoir, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux faire classe préparatoire ou un cursus universitaire pour être chercheur à l'ENS ou étudier à l'étranger, aux États-Unis, je sais Alors, pas. si je voulais faire vraiment la provocation ici, je dirais qu'il vaut mieux faire un cursus universitaire. Et comme ça, je suis sûre de me faire sortir assez vite. Moi, je crois que, honnêtement, pour faire de la recherche, ce que vous avez fait avant est pas très important. Le diplôme qui fait référence, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde, c'est d'avoir une thèse. D'accord ? Et non seulement je pense que c'est le cas aujourd'hui pour la recherche académique, je pense que ça sera de plus en plus le cas pour la recherche, même en dehors de la recherche académique, et même dans le monde de l'entreprise. La thèse, c'est le diplôme qui fait foi partout. Enfin, je veux dire, si vous parlez à un Américain, de savoir si vous avez fait une classe prépa ou le système universitaire, il comprend rien. Donc, c'est pas. Donc, aujourd'hui, la recherche, on ne peut pas faire de la recherche tout seul chez soi dans son pays, isolé du reste du monde.
c'est un monde qui est totalement international. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce métier-là, c'est-à-dire qu'on a des contacts partout dans le monde. Et voilà, et je dirais la seule chose qui est importante, c'est ce que vous avez fait dans votre thèse. Ce que vous avez fait avant et la façon dont vous êtes arrivé là, tout le monde s'en fiche. Par contre, voilà. Et je pense que la thèse, alors je ne sais pas quelle est la c'est une excellente formation, même si après on peut faire autre chose que de la recherche. C'est une formation où on apprend d'abord à aller un petit peu au bout de soi-même, au bout de ce qu'on est capable de faire. Et c'est une formation où on apprend à chercher des solutions qui ne sont pas des solutions toutes faites, qu'on va juste plaquer sur un problème. On a un problème, il n'y a pas de solution toute faite, et donc il faut apprendre à faire une solution originale, un peu créative. Je crois que c'est utile dans le monde de l'entreprise autant que dans la recherche. Donc voilà, pour moi, la réponse à ça, c'est que bon, après, moi j'ai vu que les classes prépa forment des gens qui sont en général assez performants, mais elles détruisent aussi beaucoup d'autres gens parce que c'est un système qui est difficile, où à la fin on n'a pas forcément ce qu'on veut et on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'a pas choisi. Donc j'ai un avis très mitigé sur les classes prépa, mais en tout cas pour faire de la recherche, c'est pas la question. La question c'est est-ce que vous avez fait une thèse ou pas. Bon, si vous m'excusez, moi aussi j'aimerais poser une question qui est un peu hors sujet. Alors, je vois dans votre bibliographie que vous avez travaillé sur le 6e problème d'Hilbert. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos travaux, enfin, ne serait-ce que brièvement? Merci. Je peux vous dire en gros ce que c'est que le 6e problème de Hilbert. Voilà, c'est ça. Après, je ne suis pas sûre de rentrer dans les détails des choses. Donc, le 6e problème de Hilbert, c'est un problème d'axiomatisation de la physique. Et notamment, aujourd'hui, il est interprété. C'est ces problèmes qui ont été posés en 1900, les problèmes de Hilbert. Et donc, dans une formulation assez vague. Donc, après, on peut les interpréter aussi un petit peu comme on veut. C'est un peu exagéré de dire ça, mais quand même, c'est quand même aussi un peu vrai. En tout cas, le 6e problème de Hilbert, la façon dont on l'interprète aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une consistance entre les différentes façons de modéliser un système physique. Donc, par exemple, si vous prenez le gaz qui est dans cette pièce, vous avez un niveau, aujourd'hui tout le monde sait que le gaz il est constitué d'atomes, et donc vous pouvez dire, je modélise mon système juste en disant que j'ai plein d'atomes, et pour chacun de ces atomes, j'écris la physique de Newton avec les interactions avec les autres atomes. D'accord ? Maintenant, ce gaz aussi, on sait qu'on peut si vraiment je veux regarder, alors dans cette pièce, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais si je regarde l'air aussi autour d'un avion, si je commence à modéliser tous les atomes un par un, je ne suis pas sortie de l'auberge. Et donc on utilise donc des modèles hydrodynamiques, comme les équations que j'ai écrites ici, là, les équations de Navier-Stokes, les équations de l'air. Et voilà, et ça c'est une modélisation un peu plus, je dirais, phénoménologique. On sait que ça reproduit bien ce qu'on observe, mais après ça ne vient pas d'une modélisation un peu fondamentale. Aujourd'hui, on sait aussi qu'en fait, il ne faut pas remonter juste à la théorie de l'atome où l'atome est une bille, il faudrait remonter normalement à de la mécanique quantique, il faudrait remonter... Voilà, donc là, le problème de Hilbert, c'est est-ce qu'on comprend les transitions entre ces différents modèles? Est-ce que, par exemple, on peut écrire ces équations de Navier-Stokes comme une certaine limite d'équations pour le système juste avec des particules? Voilà, donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'une part, en physique statistique, pour montrer qu'il y a un niveau intermédiaire, qu'on appelle la théorie cinétique, qu'on peut dériver à partir des atomes, et d'autre part, pour comprendre le passage de la théorie cinétique des gaz, donc la thermodynamique hors d'équilibre, à la thermodynamique à l'équilibre, donc des équations type hydrodynamique. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire, c'est formaliser avec des mathématiques justement ces changements d'échelle. C'est quelque chose qui est relié à ce que je vous ai expliqué un petit peu ici. C'est-à-dire qu'on a plusieurs échelles. Si on se met à l'échelle atomique ou si on se met à l'échelle macroscopique, on voit des choses différentes. Dans quelle mesure on a le droit de moyenner ce qui se passe aux petites échelles? Alors, voilà, je vous remercie encore infiniment d'avoir accepté cette invitation.